Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir DMG. Je suis contente de revenir dans la page parce que j'ai perdu mon ancien WhatsApp. Donc c'est pas grave et tout. Alors, je demande à toutes ces personnes qui suivent dans tout le monde entier de liker et partager les histoires des DMG parce que ça nous donne, ça, la mémoire revient en fait. C'est ce que je voulais dire, la mémoire revient. J'ai une courte histoire à raconter qui était mon histoire à moi. C'était mon histoire à moi. Je me rappelle, avant de commencer à aimer les hommes, et tout, j'avais tout le temps les problèmes. Chez moi avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup réussi dans sa vie. Donc, du coup, moi, ma mère n'avait rien et elle ne voulait pas entendre parler de notre papa. Parce que notre papa, il était orphelin. Donc, c'est quelqu'un qui a fréquenté, qui a fait des études. Mais c'est quelqu'un, comme Dieu est grand, qui est devenu quelqu'un avec des moyens en fait. Donc, quand ma grand-mère faisait des pommes comme ça, en ce moment-là, étant plus jeune, j'ai pris une chambre avec ma petite tante. J'avais pris une chambre avec ma petite tante. Quand j'ai pris une chambre avec ma petite tante comme ça, j'ai on était là tous les deux dans cette chambre. Et cette chambre, à l'époque, les chambres coûtaient moins cher. On pouvait même avoir une chambre à 5 000. Donc, notre chambre était à 5 000. Donc, elle est payée 2500 et moi, je payais 2500. C'était à Yaoundé. Du coup, avec ma petite tante là, je ne savais pas que il y avait une question il y avait un problème de jalousie. Il y avait un problème de jalousie et tout. Alors du coup, moi je faisais confiance à ma tante. Je faisais confiance à ma tante et tout. Une fois, je suis comme ça, comme on n'habitait pas loin de la grand-mère, j'allais quand même revoir la grand-mère malgré tout ce qui s'est passé. Une fois, je suis comme ça chez la grand-mère et tout. Ma tante, elle m'appelle et tout. Elle me dit, viens et tout. Je m'en vais dans notre chambre là où on avait pris la location et tout. Je m'en vais chez ma tante là et tout. Et dans notre chambre, du coup, elle me propose, je m'avais trouvé un homme. Elle était avec un homme. Elle me sort, elle me dit, cet homme va t'aider à avoir plus de chance. J'ai dit, bah, moi, je n'ai jamais connu les hommes bien avant. Donc, du coup, il va me faire avoir quelle chance et tout. Du coup, j'ai fait confiance à cette tante-là. Je reste comme ça, le monsieur commence à faire des pratiques sur moi. Je me demande, mais c'est quoi ces genres de pratiques-là et tout? Après, le monsieur, quand il commence à faire des pratiques comme ça sur moi, le monsieur, il prend un œuf. Il me demande de frotter l'œuf dans mes parties intimes. Et tout. Moi aussi naïve, j'ai frotté cet œuf dans mes parties intimes.
Après, le monsieur me dit, il doit prendre son engin là pour frotter ça tout autour de comme mes enfants appellent ça ici en Europe, le coco, tout autour de mon coco. Donc le monsieur il a frotté ça tout autour de mon coco et tout. Et dès qu'il a fini de frotter ça, comme ça, il n'a pas réussi à me pénétrer en fait. Il a mis ça tout autour de mon coco, machin et tout. Et ma tante, elle était présente, elle était derrière la porte. Et c'est comme ça que le monsieur me demande d'aller jeter l'œuf qu'il avait aussi frotté tout autour de mon coco. Il me demande d'aller jeter ça dans les toilettes. Donc, je suis allée jeter ça dans les toilettes et tout. Et j'ai commencé à voir des trucs que je n'ai jamais vus moi de ma vie. J'ai commencé, quand je me levais, j'avais des écoulements qui sortaient de mon coco. J'avais des écoulements comme du sperme, machin et tout. J'avais ça à chaque fois. Et j'ai commencé à avoir des combats. Si je vous dis comment, j'allais à la messe tous les matins. Parce que comme j'ai travaillé dans un grand hôtel au pays, mais avant d'aller là-bas, j'allais quand même louer mon Dieu. Mais je ne vous dis pas tout ce que j'ai eu. C'était donc, je ne peux pas mettre long ou je ne peux pas mettre les détails parce que les détails sont horribles. C'est horrible. Pour sortir de ça, il a fallu des prières et des prières. Donc, pour dire aux jeunes filles, vous pensez seulement qu'il n'y a que des copines dehors. Vous pensez qu'il n'y a que des connaissances, machin. Le mal, c'est nos propres personnes. Quand on a déjà vu ton étoile, ça ne sort jamais de loin. C'est ta propre personne qui est chez toi. Parce que moi, quand j'avais vécu ça, c'est ma tante qui avait eu à faire cela. Donc, je vous remercie beaucoup, DMG. Partagez, likez et puis mettez vos pouces bleus. Et puis, on continue à soutenir DMG TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir, la communauté DMG TV. Bonjour à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir ce message. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Je ne veux pas donner mon nom exact. Je suis DMG depuis un certain temps et franchement, j'ai pris du temps avant de pouvoir prendre la décision de narrer mon histoire. Donc, je vais commencer. Je vais me donner un nom. Je m'appelle Cynthia. Une jeune fille qui vit dans la capitale économique qui est Pointe-Noire et je travaille. J'ai des copines, parmi mes copines, il y a une en particulier avec qui je sortais souvent. Elle s'appelle Aline. Donc, Aline un jour me dit, ah ben écoute, dès que tu finis le boulot, passe me voir, c'est pour ceux qui connaissent, à l'époque il y avait la foire dans la zone industrielle, passe, je suis là, je suis avec mes grands et tout, tu passes, on va prendre un pot avant que tu rentres à la maison. J'étais un peu réticente, mais j'ai dit bon d'accord, je veux passer, de toute façon je ne fais rien à la maison. Je finis le boulot et je passe. Et quand j'arrive, elle était seule sur une table avec 3 hommes. Et je m'assois, l'accueil était très chaleureuse. Je m'assois, les présentations, moi c'est Cynthia et voilà. Et parmi eux, il y avait un sénateur. Et qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, il y avait un procureur.
un procureur. Et on fait connaissance avec eux et après on décide tous d'aller au restaurant et on se change des numéros. Pour moi, je me dis c'est une connaissance et tout, on se change de numéro, on rentre. Et après, le procureur a commencé à m'envoyer des messages, m'appeler et tout et tout. Moi, je me dis bon, c'est une connaissance, hein, on verra bien là où ça va nous mener vu que j'étais célibataire à l'époque. Donc, j'accepte et tout, c'est des bisous, des petits cadeaux, des restos. Un jour, lui, il ne vivait pas d'abord, il n'était pas installé dans la ville de Pointe-Noire parce que lui, il vivait à Brazzaville. Il me dit, ah, je veux venir dans ta ville et tout, pour un mariage, on va se voir. Bon, la relation avait au moins 6 mois. Donc, dans les 6 mois, on était tout le temps au téléphone. Quand il venait, on se voyait et il repartait. On n'avait vraiment pas eu le temps d'être comme qui dirait dans les 4 murs tous les deux. Parce qu'on se voyait toujours, quand il arrive, il était toujours entouré, soit je le rejoins, soit je suis avec ma copine Aline, soit... Donc, on n'était pas seuls. Et ce jour-là, il a quand même décidé, il m'en a parlé au téléphone, on n'a jamais eu le temps, ça fait quand même 6 mois et tout. Ben, moi, je savais que le monsieur était marié. J'ai dit, t'inquiète pas, on va se voir. Alors, ce jour-là, quand il arrive, il m'appelle. Je n'étais pas à la maison, j'étais en période de congé. Donc, je suis allée passer quelques séjours chez ma petite sœur. Et ce jour-là, ma petite sœur et moi, on avait une petite dispute les après-midi. Et le soir, on ne se parlait pratiquement pas. Elle est sortie, elle est revenue. Et quand elle rentre à 22h, moi, j'étais en train de toucher mon téléphone. Elle me parle, je ne reprends pas. Quelques minutes après, j'appelle le gars. Je dis, mais attends, ton rendez-vous là, c'est à quelle heure? Parce que tu vois, le quartier là où je suis, là, sortir, à l'époque, je ne sais pas si les gens vont se rappeler, à l'époque, il y avait les chiens atteints de rage qui rôdaient aux alentours de Ngoyo, Chimbamba, Pita et tout. Quand les chiens là t'attrapaient comme ça, c'était la mort. Donc, elle me dit, mais tu vas pas sortir à des heures pareilles. Ton gars là, et puis personne ne le connaît, il n'y a que ta copine Aline qui le connaît. J'ai dit, est-ce que c'est ton problème? En tout cas, elle m'a fait toute une histoire. Elle me dit, pour moi, c'est pas une heure pour sortir. Et entre-temps, l'heure passait. Le monsieur m'appelle à 23h, il me dit, tu peux venir. Il m'indique l'endroit et tout. Ce n'était pas loin de là où était ma soeur. Donc je sors. Quand je sors, il n'y avait aucun taxi. Aucun taxi. Je regarde là, j'ai fait pratiquement 20 minutes. Il n'y avait aucun taxi. Et par coup de chance, je vois un taxi qui passe. Je saute directement dans le taxi. Le taxi me dit, ah ma soeur, toute seule, ce n'est pas bon. Rentre vite. Je rentre vite dans le taxi. Et c'est en cours de route, je l'explique. Il dit, ah, c'est pas loin, on y va. On est allé. Et je descends, je rentre dans les appartements, dans l'enceinte. Et je demande l'appartement. On m'indique, on m'accompagne même. Il était déjà là et tout. Il me dit, non, excuse-moi, j'étais au dîner, voilà, et tout et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, bon, écoute, il fait tard, on va dormir. Et le matin, on prendra le petit déjeuner ensemble, on va discuter. J'ai dit, ok. Il me dit, tu te laves pas? J'ai dit, j'ai pris ma douche chez moi avant de venir. Il était allongé à côté de moi et il avait son caleçon et il avait pris sur lui une serviette blanche. Tu sens vraiment que le monsieur était fatigué. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai manié un peu, je regardais un peu la télé. Il était minuit, presque 1h. J'ai dit, bon, écoute, il dort. Moi aussi, je veux faire ma prière, je veux dormir. Je vous jure, DMG, j'ai fait ma prière. C'est bon, c'était une petite prière, mais très puissante. Déjà, j'ai oublié de vous dire que moi, j'ai souvent des intuitions et des visions. Depuis toute petite, il y a des moments quand je fais un rêve, ça arrive. Il y a des moments quand je sens quelque chose, il doit y avoir forcément quelque chose qui va arriver.
Donc, je suis souvent mes intuitions. Je ne comprends pas pourquoi j'avais prié ce jour-là, mais c'était une courte prière. Comme d'habitude, je prie à minuit, mais ce jour-là, j'ai fait une puissante prière. Et je me suis endormie même pas 5 minutes. Le sommeil commençait à me prendre, mais genre, tu dors, mais tu as une vision qui arrive. Je me suis arrangée encore. Mais à cause de cette prière-là, je n'avais pas peur de ce que je devais voir. Moi, j'ai dit, Seigneur, là où je suis là, il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère, il y a que toi et moi. Je ne suis pas venue avec des mauvaises intentions ici. Toi-même, tu m'accompagnes. Je vois la porte s'ouvrir. Mes yeux fermés, bien sûr, mais je sens la fraîcheur de l'extérieur parce que l'appartement, là, on était face au balcon. Quand on rentre, la chambre était face au balcon. Donc, quand on ouvre la porte du balcon, donc c'est la porte du balcon qui était ouverte. Elle s'ouvre. Je vois un arbre flotter. Mais l'arbre était bizarre. Et au sommet de l'arbre, je vois la tête d'une vieille, mais une laide femme vieille qui s'avançait vers moi. Je n'ai pas pris peur parce que je dormais pas toute nue déjà. J'avais déjà ma robe de rechange. Je n'avais pas enlevé mes vêtements. J'avais pris plutôt comme je me disais, bon, je veux juste passer la nuit et le matin, je prendrai de quoi me changer. Donc, j'ai fait mon sac. Donc, je m'étais allongée avec une longue robe et tout en coton. Donc, j'ai dit, je veux voir ce que cette vieille femme va faire. En tout cas, je ressentais une force en moi pas possible. Mais je vous jure, une force pas possible. Dès que l'arbre s'est approché de mon visage, j'ai crié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur a commencé à chier sur lui. Il a chié sur lui. Je me suis réveillée et tout doucement, je me suis mis à l'écart. Je suis descendue du lit, je l'ai regardé. Dès qu'il ouvre les yeux, il me regarde. Il commence à me demander pardon. Non, excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et tout. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, ça va aller. Et je lui ai dit, va dans la chambre, va te nettoyer. Appelle les gens de l'hôtel, là, de la réception qui viennent tout nettoyer. Et ensuite qu'on change les draps parce que moi j'ai sommeil, je dois dormir. Il me dit oui. Un monsieur qui est devenu, bon, il n'était pas papa. C'était pas un papa, c'était un jeune de 46 ans. Il est devenu comme un enfant. Donc tout ce que je lui demandais de faire là, il faisait. J'ai dit, oh, regardez-moi ça là. C'est qui devait faire ça? Ça à qui devait faire ce genre de blague là? Et le matin, le monsieur n'arrivait même pas à me fixer droit dans les yeux. J'oubliais, je n'ai pas pu fermer l'œil. Toute la nuit, j'ai regardé la télé, je suis allée au salon, j'ai regardé la télé et je me suis assoupie un moment. Après, très tôt, j'ai pris ma douche, j'ai trouvé le monsieur déjà en train de regarder son téléphone. Il ne voulait même pas me fixer. Le matin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien du tout. On m'a appelé urgemment là, il faut que je parte au tribunal. J'ai eu une petite affaire et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, écoute, moi je veux partir, on aura le temps de discuter. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Le monsieur qui prend, il a ouvert son porte-monnaie, il y avait ses cartes et tout, il fouille ses poches. Il me dit, tiens ça pour le déplacement et tout. Il me tend 500 €. J'ai dit, oui papa, je vais prendre. J'ai pris mon argent, je suis partie. Le monsieur ne m'a plus jamais rappelé et un jour, il m'appelle. Il me dit, tu es trop forte, tu pries où? J'ai dit, je suis vainqueur et je suis fille de Dieu. Qu'est-ce que veux-tu? Oh non, je voulais juste savoir. J'ai dit, ben, si tu veux tout savoir, je suis forte et je suis protégée. Voilà mon histoire. Vraiment, la morale de cette histoire, c'est que les filles, faites attention à qui on vous présente dans la rue. Le dehors, là, est vraiment risqué. Les gens
nous font du mal gratuitement comme ça. Le monsieur allait me tuer. Je ne sais pas ce qui devait arriver ce jour-là. Dieu merci, j'ai prié. Dieu merci, j'ai un Dieu. Et si je ne vais pas prier ce jour-là, qu'est-ce qui me serait arrivé? Voilà les filles, protégeons-nous. Ayons une vie de prière. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis avec mon mari et on a juré fidélité. Et voilà ma vie. Merci. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour toute la famille DMG, bonjour DMG, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je voudrais encore te dire merci pour ce travail énormissime que tu fais parce que c'est vraiment un travail de sensibilisation. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire et c'est mon histoire. Alors, je vis en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai une entreprise et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et en 31 décembre, j'étais au bureau. Alors, tout se passe bien pendant la journée, on est dans une ambiance festive et tout. Et puis, en fin de journée, je libère tout le monde. Quand je libère tout le monde, je reste la dernière. Après, je ferme tout et puis je rentre chez moi. En fait, je n'habite pas loin de l'endroit où se trouve mon bureau. J'habite, j'ai envie de dire, à environ maximum une dizaine de minutes de mon bureau. Et donc, je ferme tout et puis je rentre chez moi. Bon, tout se passe bien et tout. Et le lendemain matin, c'est le 1er janvier. Le lendemain matin, donc, vers 10 heures, je me rends compte que j'ai oublié un document sur lequel je devais travailler. Et donc, comme le bureau n'est pas loin, je décide de faire un tour très rapidement au bureau. Donc, en arrivant au bureau, mon bureau est dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, effectivement, il n'y a que des bureaux. Et donc, quand j'arrive, je me rends compte que le paillasson qui est à l'entrée de mon bureau a disparu. Donc, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, je me dis, est-ce qu'on ne l'a pas fait rentrer dans le bureau? J'ouvre la porte, je me rends compte que le paillasson n'est pas à l'intérieur, puisque c'est moi-même qui avais fermé la porte la veille, donc le 31, en fin d'après-midi. C'est moi qui avais fermé en partant parce que j'étais restée la dernière. Et donc, comme moi, je prends toujours au sérieux ce genre de questions, donc je redescends au rez-de-chaussée. Je regarde devant l'entrée de tous les autres bureaux, étage par étage. Je me rends compte que chacun a son paillasson devant sa porte. Le seul qui a disparu, c'est le mien. Donc tout de suite, ça fait tic dans ma tête et je me rends compte que quelqu'un a certainement pris mon paillasson. Et moi, comme je crois très fermement aux choses spirituelles, tout de suite, ma tête commence à tourner à 1000 à l'heure et je me dis, certainement qu'en cette fin d'année-là, quelqu'un a pris le paillasson en se disant que je marche là-dessus tous les jours en rentrant dans mon bureau. Et donc, c'est certainement pour me faire du mal. Parce que c'est moi qui suis la propriétaire de la structure. Et donc, je rentre à la maison. Donc, je récupère mes documents de travail. Je rentre à la maison. Et j'avais donné une semaine de repos à tout le personnel. Donc, on devait reprendre après une semaine. Et donc, la semaine se passe normalement. Le début d'année, tout est bien. Et puis, on reprend le service autour du 8 janvier de l'année en question. Quand on reprend le service, moi, je n'arrive pas tôt au bureau. Je me rends compte que quand j'arrive, la première personne que je rencontre, c'est ma collaboratrice la plus proche. Et je vois qu'elle me regarde bizarrement. En temps normal, quand on se retrouve en début d'année, les uns sautent sur les autres. « Ah, bonne année, madame, bonne année à tout le monde. » Et puis tout le monde est content, on se souhaite les meilleurs vœux. Mais elle est restée assez distante. Mais surtout, j'ai remarqué qu'elle n'arrivait pas à me regarder. Bon, je me dis, bon, elle a certainement fait la fête pendant tous ces jours-là. Et puis, bon, elle est fatiguée. Je rejoins mon bureau. Et plusieurs fois dans la journée, je l'appelle pour qu'elle vienne, pour qu'on regarde 2-3 choses. Mais je remarque que quand elle arrive dans mon bureau, quand elle lève la tête me regarder, elle baisse la tête. Quand elle lève la tête me regarder, elle baisse la tête. Je l'ai même rencontrée dans les couloirs de nos bureaux 2 fois cette journée-là. Mais à chaque fois qu'elle me voit, je vois qu'elle baisse la tête, elle fuit mon regard.
Et donc, je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué que, contrairement à tes habitudes, tu fuis mon regard, quel est le problème? Au début, elle me dit qu'il n'y a rien. Je dis, ok, d'accord, s'il n'y a rien, mais en tout cas, tu es très bizarre. Et donc, bon, moi, je retourne travailler, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, avant de rentrer à la maison le soir, donc vers 17h, elle vient, elle toque à ma porte, elle rentre. Quand elle rentre, je dis, oui, tu veux me voir, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, madame, il faut que je vous parle. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien qu'il y a quelque chose, parce que depuis le matin, tu fais une tête d'enterrement. Quel est le problème? Et elle me dit, madame, depuis ce matin, quand vous êtes rentrée, quand je vous regarde, je pose mon regard sur vous, je vois du sang qui coule sur vous. Je vois du sang qui coule de votre tête, qui prend votre visage et qui descend même sur vos vêtements. Au début, je pensais que c'était juste une hallucination que j'avais. Mais toute la journée, ça continue. Même au moment même où je vous parle, quand je lève la tête pour vous regarder, c'est comme si j'ai une vision où je vous vois, mais vous êtes en sang. Le sang qui coule sur votre visage, qui vient sur vos vêtements. Mais en tout cas, je vous vois, vous êtes en sang. Je ne sais pas ce que c'est, mais toute la journée, j'ai vu ça et ça ne s'arrête pas. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrivais pas à vous regarder pendant toute la journée. Je lui dis, ok, je me calme. Je lui dis, bon, merci quand même de m'avoir dit ça finalement. Il n'y a pas de problème. Donc, quand elle me laisse, DMG, tout le monde est en train de partir. Donc, je m'enferme dans mon bureau. Et comme moi, je suis chrétienne, je m'enferme dans mon bureau et je commence à prier. Je commence à invoquer la protection de Dieu sur ma vie. Je commence à invoquer le sang du Christ sur ma vie. Je commence à demander à Dieu en ce début d'année d'éloigner de moi tout malheur, d'éloigner de moi toute flèche que quelqu'un pourrait envoyer contre ma personne. Je lui demande de faire ça. Et puis je termine ma prière avec le psaume 91. Je fais le psaume 91 7 fois. Quand je finis de faire tout ça, je dis merci à Dieu, je fais mes bureaux. Et je rentre chez moi. DMG, quand j'arrive à la maison, j'ouvre ma porte, je rentre rapidement. J'arrive dans mon salon, je dépose mon sac à main, je dépose mon téléphone sur la table, je mets mes sandales et puis je file dans la cuisine. Parce que dans la cuisine, j'avais envie de boire de l'eau, donc je vais dans la cuisine. Et ce qui se passe, j'ouvre mon réfrigérateur. Dès que j'ouvre mon réfrigérateur, il y a un verre qui tombe au sol et qui se casse, qui se brise. Et je me rends compte que le verre était en fait dans la portière du réfrigérateur. Peut-être que dans un geste manqué, je l'avais mis là, mais je ne sais pas comment il s'est retrouvé là en tout cas. Mais quand j'ouvre le réfrigérateur, le verre, il tombe. Il était dans la portière du réfrigérateur. Quand le verre tombe sur le sol, le carrelage de la cuisine, le verre se brise. Et quand le verre se brise, DMG, il y a un morceau de verre qui, j'ai envie de dire, qui réjaillit du sol. Donc, qui saute du sol et qui vient toucher ma cheville. Lorsque le verre touche ma cheville, le morceau de verre touche ma cheville, DMG, c'est-à-dire que j'ai une veine qui est sectionnée. Donc le morceau de verre qui a rebondi du sol et qui a touché mon pied a sectionné une veine. DMG, en l'espace de 5 à 10 secondes, la cuisine a commencé à être inondée de sang. J'ai eu juste le réflexe de récupérer une serviette de table là, qui était posée. J'ai essayé d'attacher mon pied pour pouvoir ralentir un peu l'hémorragie. Mais en quelques secondes encore, la serviette, elle était remplie de sang. Et le sang continuait de couler. Ça ne faisait que couler. Et plus le sang coulait, plus je sentais que je m'affaiblissais. Je sentais que j'avais le vertige et que j'allais m'évanouir. Donc je me rappelle de ce que ma collaboratrice avait dit. Donc, j'essaie de me traîner tout doucement en tenant les murs et la porte. Et puis, j'arrive rapidement au salon. Je récupère mon téléphone. J'ai le temps de composer le numéro de mon fiancé qui habitait non loin de chez moi. Donc, il était chez lui, moi, j'étais chez moi. Je compose son numéro. Quand je lance, il décroche. J'ai juste le temps de lui dire, viens rapidement à la maison. Je suis en train de me vider de mon sang. Et puis, plus rien. Donc, je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc, il arrive au bout de quelques minutes, il arrive heureusement pour moi, DMG, heureusement pour moi, qu'il avait la clé de la maison, les doubles des clés. Donc, il ouvre la porte, il me trouve inconsciente. Donc, il me soulève, tout ça c'est après qu'on me raconte, il m'envoie dans une clinique.
une clinique également qui était dans la zone où j'habitais. Donc, rapidement, on m'envoie aux urgences et on fait ce qu'il y a à faire et tout. Et puis, après, au milieu de la nuit, je me réveille parce que j'avais perdu connaissance. Donc, quand je me réveille au milieu de la nuit, il est là. Et puis, je lui demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il me raconte ce qui s'est passé. Je vois une grosse bande sur mon pied. Alors, après cela, quand je me réveille, on passe la nuit. Le lendemain, là, je rentre à la maison DMG. Et je lui explique maintenant ce qui s'était passé dans le courant de la journée la veille. Quand on avait repris le travail, tout ce que ma collaboratrice m'avait dit. Et je mets ça en rapport avec ce qui m'est arrivé. Et je suis convaincu DMG, que ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Premièrement, quelqu'un vient me voler le paillasson qui est devant la porte de mon bureau le 1er janvier. Et quand on reprend le travail, ma collaboratrice, elle me voit. On sent, elle a une vision où elle me voit avec du sang sur moi, comme si quelque chose va m'arriver. Et puis le même jour, quand je rentre chez moi le soir, je me retrouve dans cette situation où j'ai une veine qui est sectionnée par un tesson de verre. Donc, je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard. Donc, heureusement que j'avais fait ma prière. Heureusement que je m'étais recommandé à la grâce de Dieu. Parce que sinon, DMG, je suis convaincu qu'on m'aurait retrouvée morte dans ma cuisine, gisant dans mon sang. Heureusement. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que le spirituel, il existe vraiment. La deuxième morale de l'histoire, donc la deuxième leçon que moi je voudrais vraiment tirer, c'est qu'il ne faut jamais négliger ce qui se passe. Lorsque vous êtes prévenu d'une manière ou d'une autre, gardez toujours un esprit ouvert. Parce que souvent j'écoute les émissions qui sont postées, des personnes qui voient des signes mais qui disent « Non, je n'ai pas compris, non, je ne comprenais rien, non, je n'ai pas fait attention » jusqu'à ce que le pire arrive. Restez vigilants. Restez alerte, confiez-vous à Dieu et je pense que vous éviterez beaucoup de choses. Merci DMG, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter ce VN. DMG, merci à toi, frère, pour tout ce que tu fais. Abonnez-vous, likez, partagez massivement pour agrandir la grande famille DMG TV. Alors, je vais raconter, je ne sais pas si c'est une histoire ou c'est une expérience, une mystique que j'ai vécue cette nuit. Eh bien, cette nuit. Bon, je suis allé à Yaoundé, j'avais un truc très important à faire là-bas. Je suis allé à Yaoundé mardi, donc hier, nous sommes mercredi, donc hier. Et je devais faire l'aller-retour. Donc le matin très tôt, j'ai même dormi au travail. Parce que quitter de chez moi pour la route, c'est un peu dangereux avec des bandits. Donc j'ai dormi au travail. Et rappelons que je vis avec ma copine. Voilà. Je vis avec ma copine et elle est pas au pays. Mais quand elle vient pour ses vacances, elle reste avec moi. Voilà. On vit déjà comme mari et femme. Mais sauf que de temps en temps, elle vient au pays et sa vie c'est là-bas. Bon, bref, c'est une parenthèse. Comme elle a donc peur de rester seule à la maison, le lundi, après le boulot, je lui ai dit ok, je vais aller te déposer chez maman. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis allé lui déposer chez maman. Je suis arrivé à la maison, j'ai fait mon petit sac, je suis reparti au travail parce qu'il fallait que je dorme là-bas, c'est un peu sécurisé. J'ai dormi au travail le matin, j'ai pris mon train pour Yaoundé direct. Voilà, je suis arrivé à Yaoundé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vers 18h, j'ai repris la route. Rappelons que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les histoires de cette chaîne. Je passe mon temps à écouter ça en longueur de journée. Donc dans le bus, j'étais en train d'écouter l'histoire de la dame qui racontait la sorcière dans un lycée
qui vendait à Tchéké, il y avait Garba, tout ça là. Donc, je n'ai pas fini l'histoire parce qu'elle était longue. Le sommeil m'a pris à un moment donné. On arrive à Douala dans les 1h du matin. On a tellement mal roulé qu'on arrive à 1h du matin. Et tellement j'ai dormi dans le bus que je n'avais plus sommeil quand je suis arrivé à la maison. En quittant madame et chez ma maman. C'est aujourd'hui qu'elle va rentrer. J'étais en train d'écouter, finir la suite de l'histoire. Et là, tout d'un coup, c'est comme si c'était un rêve, mais je ne dormais pas. J'ai ma copine qui est couchée près de moi. Je suis un peu comme si je me voyais dans un rêve, comme si j'étais assis sur un canapé et puis je me voyais couché. Et là, ma copine, elle est près de moi. Je dis, ah, tu as fait comment pour être ici là? Elle me dit, comment? Je dis, mais tu as fait comment pour être ici? Comment aller ici? Elle dit, ah non, laisse, je suis arrivé, et puis voilà. Non. Vu que c'est un rêve, on ne discute pas trop dans le rêve. Elle se couche sur moi comme d'habitude. Et elle me dit que, est-ce que tu sais que je peux ouvrir la porte ici sans la clé? Je dis, comment ça? Elle dit, je peux rester ici, comme je suis là, je dois jouer la porte là. Je dis, ces chevaux là-bas, au Canada, quand les portes sont faites en contreplaqué. C'est là, c'est le fer, la main. C'est le fer. Elle dit, tu veux voir? Je dis, vas-y, ouvre. DMG. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne sais pas si c'est ma copine qui a fait ça ou alors c'est quelqu'un qui a pris son visage. Elle a ouvert la porte. Bam, ça est dans le rêve. Hein? Femme, et quand elle a ouvert comme ça, j'ai senti comme quelque chose est entré en même temps. Femme, je suis entré en transe. Et là, je ressentais réellement mon corps entrer en transe. Parce que je n'étais pas complètement endormi. Je vais me lever de mon lit, il n'y a pas moyen. Je suis paralysé. Je sens comment toute la pièce est froide. Elle est froide. Je sens comment les choses sont en train de bouger dans la maison. C'est une histoire que j'ai vécue cette nuit. Je sens comment les choses sont en train de bouger dans la maison. Je sens froid. Mais je ne peux pas bouger, mon frère. Je suis coincé, c'est comme si on m'attrapait. Je commence à prier dans mon cœur. Je dis que, ouais, Seigneur, c'est seulement parce que je n'ai pas prié aujourd'hui qu'il va mourir comme ça. Parce que moi, je prie tous les jours, c'est seulement que c'est la fatigue et le sommeil. Je commence à prier dans mon cœur. Que peu importe la présence mystique qu'il y a dans cette maison, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Père éternel tout-puissant, ne m'abandonne pas. Sois présent dans ma vie. Cet esprit démoniaque ne doit pas prendre possession de ma vie. Je prie comme ça. J'envoie le feu, j'envoie le feu. La chaise est tombée. Mon frère, c'est une histoire qui est vécue. Une chaise est tombée. Et je suis redevenu bien. Je me suis assis. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que ma copine a un lien avec ça? Parce que moi, je ne crois pas. Quand elle est ici à la maison, elle et moi, on prie beaucoup. Quand on veut manger, on prie. C'est une pratiquante, servante, croyante. Je ne pense pas que, même si tu es sorcier, tu peux t'amuser avec la prière comme elle est prie là. Parce que cette fille prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a même augmenté ma foi. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris possession de son visage pour venir me faire du mal cette nuit? Ou alors, c'est parce que j'écoute beaucoup les histoires mystiques ici que mon subconscient me joue des tours? Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir une réponse à ce que j'ai vécu. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir. En fait, je suis une jeune Gabonaise de 35 ans aujourd'hui. Mon histoire remonte à des années déjà. Je crois que j'avais dans les 13 ans par là. 13 ans. Comme je disais tantôt, j'avais 13 ans à l'époque. J'avais ma petite maman qui vivait, on était tous dans une maison dans laquelle ma maman gardait aussi quelques membres de sa famille avec nous.
Il y avait quelques membres de sa famille, dont sa petite soeur, qui avait déjà un âge avancé, donc a pris une grossesse. Par peur des représailles et tout, de ce que pourrait faire, de ce que pouvait lui dire sa grande sœur, elle a opté pour un avortement de manière clandestine. Et l'avortement, c'est la petite sœur de la rivale de ma maman qui lui a remis un médicament pour pouvoir avorter. Or, c'était pas du bon médicament, c'était pas un médicament pour avortement, c'était plutôt un poison. Voilà cette dernière qui consomme, qui prend le médicament, le poison en question, pensant que c'était du médicament pour avorter. Or, le poison va complètement pourrir ses intestins. Et elle garde le secret pendant longtemps, sans qu'on ne sache que voilà, il y a une situation comme ça. Elle n'informe ni à sa grande sœur, ni à notre papa, ni à nous autres. Voilà, un bon matin, la situation s'aggrave, on ne sait pas ce qu'elle a, on l'amène à l'hôpital. Étant à l'hôpital là-bas, quand les médecins vérifient trop tard, ses intestins sont déjà en piteux état. Donc, le sort qui lui revenait, c'était de revenir au village, parce qu'à l'époque, nous étions tous au village. Notre papa avait pris sa retraite, donc il avait opté pour aller vivre au village. Donc, nous tous, nous y étions. Donc, son sort était, comme je le disais, était de revenir au village, attendre ce séjour. Donc, elle est revenue au village. Donc, la journée, quand elle était allongée, donc moi j'avais tendance, pendant cette période, j'ai souffert d'un palu en fait. J'avais un palu qui m'avait pris là, mais voilà, donc je m'allongeais avec elle aussi. J'étais souvent allongée là, quand je n'allais pas bien. Voilà un peu. Suite à cela, quelques temps, elle est décédée. Après son décès, je crois, 3 mois plus tard. Comme vous savez, dans les villages où très jeunes, on a tendance à laisser tous les enfants dormir ensemble sur le même lit. Et voilà. Donc 3 mois plus tard, après son décès, le premier jour, je commençais à avoir des trucs bizarres en fait. Pendant que nous tous on dormait sur le même lit, on était peut-être une affaire de 6 sur le même lit. Je remarque une présence, quelqu'un sur le même lit que nous, mais habillé avec des tenues traditionnelles. Genre le raffia, la personne avait le crâne rasé. Quand je regarde, je sens que la personne est juste à côté de moi, genre collée à moi. Moi, je comprends pas. C'est qui ça? Donc moi, je m'interroge. C'est pas l'un de mes frères, c'est pas ma soeur, c'est pas... Celui-là, c'est qui? Mais avec la peur de l'enfance, je tremble. Je me sens un peu tétanisée. C'est qui celui-là? J'ai juste refermé les yeux et je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, la personne n'y était plus. Donc c'est resté dans ma tête toute la journée. Je ne faisais que cogiter. Je faisais que réfléchir. Ça, c'est qui? C'était qui cette personne-là? D'où elle venait? Un peu de questions comme ça. C'est quoi ça? Et à cette époque aussi, le village dans lequel on était, il n'y avait pas de lumière. Donc c'était la lampe tempête. Voilà, après cette nuit, des choses bizarres ont commencé à m'arriver. Chaque nuit, je vous le dis, pendant 3 mois, chaque nuit, jour pour jour, la petite soeur de ma maman revenait en personne. Quand elle arrivait, on pouvait être 10 sur le même lit. Elle pousse tous les autres, toujours allongés, côte à côte avec moi. Côte à côte, toujours à côté de moi.
Au début, quand je le disais, tout le monde n'y croyait pas. Je disais, si, elle revient. Oh non, c'est impossible, c'est certainement que tu as peur. Ça ne peut pas être le cas. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Elle est partie, elle est partie. Et j'ai dit, ben si je ne mens pas, elle revient la nuit. J'ai commencé à perdre du poids à cause de la peur, c'est-à-dire que je ne dormais même pas la nuit. Soudain, un jour, on a décidé avec les frères et sœurs et tout, que non, ben donc, si c'est ce que tu dis, c'est la vérité, il va falloir que nous aussi, on sache et que l'on voit peut-être aussi la même chose. Parce qu'on ne peut pas te croire aussi sur parole. Un jour, on s'est arrangé, bon, ok, voilà, elle arrive souvent à partir de cette heure-là, machin. On avait notre lampe tempête là qui est allumée. Je dors, nous sommes tous allés au lit. Nous voilà au lit. On dort, je dors. À une certaine heure, je me réveille. Effectivement, elle est là. Donc, comme plan de départ qu'on avait tous, c'est avoir au moins une allumette, chacun dans sa poche. Comme ça, au moment où elle sera là, si la lampe tempête est éteinte, au moins on pourra allumer nos allumettes. On dort. Je me réveille, effectivement, elle est là. Donc, bizarrement, il y avait ce truc-là, quand elle est là, que je commence à pleurer, que je commence à appeler mes frères et sœurs, machin tout, elle est toujours là, pépère, ne bouge pas. C'est quand je dis juste, papa, elle est là. Parce qu'on est au village, les maisons ne sont pas plafonnées. Donc, de ta chambre, tu peux entendre la voix du parent, ou du parent peut entendre la voix de l'enfant. Dès qu'elle entend juste papa, viens, elle est là. Elle s'élève. S'élève du lit, je vois tout. Elle se lève. Quand elle est devant la porte, elle disparaît. Pendant 3 mois, jour pour jour. Et effectivement, ce soir même, mes frères et sœurs ont vu la même scène. Donc le matin, tous ont confirmé que oui, papa, effectivement, aux parents, que oui, effectivement, elle voit quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient dans notre chambre. J'avais perdu du poids. Je suis partie peut-être de 45 kilos que j'avais à l'époque. Je ne sais même pas si c'est 45 kilos ou même peut-être 30 kilos. Je suis descendue peut-être à 15 kilos. Je ne dormais pas la nuit. Jusqu'au jour où, voyant mon désespoir et la manière dont j'avais perdu du poids, c'est les parents ont commencé à croire que oui, vraiment, là, certainement, il souffre. Il doit certainement avoir un truc. Ils ont fait venir un prêtre qui est arrivé et a fait ses prières, a versé de l'eau bénite dans la maison, a fait ses incantations et autres. C'est où j'ai commencé à dormir tranquillement. J'ai commencé à avoir une des nuits paisible. J'ai commencé à fermer l'œil. Je ne voyais plus rien. Donc ma question ici est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. Et selon vous, c'était quoi? C'était réellement la petite sœur de ma maman qui revenait? Et pourquoi moi et pas d'autres? Donc, mais le problème est que après cette série d'événements, donc tout ça a disparu, je ne voyais plus ce genre de truc-là. Mais autour de mes 20 ans, 22, 21 ans, je suis tombée enceinte du jumeau. Je suis tombée enceinte et j'attendais des jumeaux. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Donc, durant la période où j'étais enceinte du jumeau, les mêmes trucs sont revenus, mais d'une autre manière en fait. Ça veut dire quoi? Si je faisais un rêve la nuit, que demain, tel le pied va se casser, genre, je vais prendre un exemple bête, tout bête. Que demain,
Jean ou Pierre ou machin aura un accident. Le lendemain, ça arrivait. Pendant cette même grossesse-là, durant la période de la grossesse, j'ai fait un rêve où j'ai une lutte nocturne avec une vieille maman. Vraiment une maman très vieille que tout le village connaissait. Une lutte durant laquelle où j'arrive à terrasser la maman, je bastonne, je machin. Donc le matin, quand je me réveille, je le dis comme ça à ma maman, ah, hier j'ai eu une bagarre, dans la nuit j'ai eu une bagarre avec telle vieille, mais apparemment elle va décéder aujourd'hui. Ma maman m'a dit que, ah, toi aussi, arrête-moi tes histoires là. J'ai dit non, ce que je te dis c'est la vérité. Elle va mourir. Parce que ce que j'ai fait à cette maman-là, c'est pas évident qu'elle lui survive. Elle va certainement mourir. Donc voilà, ma maman et moi, on est là, on passait la journée ensemble, vu que j'étais enceinte, donc elle était tout le temps avec moi. Autour de 15 heures, on entend des cris. Oh, au bout du village. Effectivement, c'est la vieille dame en question. Donc c'est parti comme ça pendant peut-être 5 ans à 6 ans. Et chaque fois j'avais des trucs comme ça. Quelqu'un qui décède aujourd'hui, la veille, voilà, j'ai eu une bagarre avec cette personne-là, où il y a eu des échanges, des coups. Moi, je comprends pas. Donc ça se suivait comme ça. Puis soudain, parce que quelques années aussi plus tard, j'ai perdu ma maman aussi. Mais les choses ont commencé à changer. Je me souviens, parce qu'à l'époque aussi, j'étais en couple et tout. Une fois, je suis dessus mon lit, dans la nuit. Je dors, naturellement. Puis soudain, je me réveille. Je sens qu'il y a une présence sur quelqu'un. Debout. Vers mes pieds, au fait. Je sens qu'il y a quelqu'un. Mais je ne sais pas, il y a souvent ce truc-là, cette peur-là qui vous tétanise. De telle sorte que vous n'arrivez même plus à bouger, vous n'arrivez même plus à crier. Mais quand j'ai reçu, j'ai dit, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sous mes pieds. Moi, je ne comprends pas. En fait, je ne voyais pas le visage de la personne, juste une ombre, mais vraiment géante. Puis la personne a disparu. On est passé, les mois sont passés, je crois, des mois. Oui, des mois. Des mois se sont passés, 7 mois ou 6 mois, 7 mois, 8 mois plus tard quand même. Je suis en plein sommeil, dans la même chambre. Je me réveille. Le même homme que je voyais il y a quelque temps, là au moins j'ai son visage en face de moi. Mais je vous jure que l'être que j'ai vu devant moi ce jour-là, oh là là, je ne vous dis pas. Je ne sais pas comment qualifier ce que j'ai vu face à moi. Imaginez-vous en plein sommeil et dès que vous ouvrez les yeux, vous voyez un être mais vraiment maléfique qui vous regarde les yeux dans les yeux, avec des cornes, des ongles bien pointus et qui vous caresse le nez. Donc vous imaginez la peur que j'ai eue ce jour-là, la manière dont j'ai crié dans cette chambre-là. Le papa de mes enfants à côté, obligé de se lever en sursaut. Et suite à cela, je vous jure qu'entre lui et moi, ça n'allait plus. Vraiment, la relation n'allait plus bon train. Ça n'allait plus. Jusqu'à ce qu'après 15 ans,
de vie commune. On s'est séparés. Donc, ma question ici est de savoir c'était quoi tous ces signes, c'était quoi tous ces aides, c'était quoi ce qui m'arrivait en fait à cette période. Parce que moi je suis restée, je ne suis pas quelqu'un de mystique, je ne suis pas quelqu'un de vraiment spirituel en fait. Donc je ne consulte pas les voyants, je ne consulte pas je sais pas, les pasteurs et autres. Donc ma question est de savoir ce qui s'est réellement passé, c'est quoi réellement. D'où me venaient ces êtres? C'était quoi? Ai-je des pouvoirs que moi j'ignore? Donc voilà un peu, c'est un peu ça mon histoire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que toute la famille DMG va également très 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 bien. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Et cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années de cela. Cette histoire, c'est mon histoire. Et si vous voulez, je traversais il y a plusieurs années de cela un moment très 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 difficile. Et je rencontre par un concours de circonstances un jeune homme. Ce jeune homme-là, il m'aborde sous des airs de quelqu'un qui a un problème, qui veut que je l'aide et tout. Et donc, je ne le connais pas parce qu'il prend mon téléphone, mon numéro de téléphone avec quelqu'un. Il m'appelle et voilà, il me pose un problème. Je n'étais même pas en Côte d'Ivoire, donc je lui fais un Orange Money. Il me dit qu'il a sa sœur qui est gravement malade, qui vient d'accoucher et tout, mais il n'a pas les moyens de payer les médicaments. Je ne le connais même pas. Donc, il prend mon téléphone avec quelqu'un et il m'appelle parce que je suis un peu aussi, enfin, j'étais déjà également un peu dans le monde de la politique. Et donc, je me dis, bon, c'est certainement par rapport à ça que, bon, qu'il a pu avoir mon numéro de téléphone. Et donc, ce qui se passe, c'est que je lui fais un transfert alors que je ne le connais, comme je dis, ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, bon, c'est fini. Quelque temps après, il me rappelle pour me dire merci et tout, mais qu'en dépit de mon geste et tout, malheureusement, sa sœur n'a pas survécu. Elle est décédée, donc je lui dis, il y a quoi et tout, comme on le dit chez nous et tout. Et puis après, il continue de temps en temps de m'envoyer des messages. Et puis, il commence à m'appeler pour me dire que vraiment, pour tout ce que j'ai fait, de façon spontanée, sa famille souhaite me dire merci. Je dis, mais je ne vois pas ce que j'ai fait d'extraordinaire pour que ta famille veuille me dire merci. Excusez-moi. Et ce jeune homme, il insiste. Il me dit, vous savez, madame, vraiment la spontanéité avec laquelle vous avez réagi et tout. Donc, on a notre patriarche qui souhaite vraiment te dire merci. Et ce patriarche-là, il est tellement vieux qu'il ne peut pas se déplacer, mais il vit à quelques kilomètres en dehors de la ville où nous nous trouvons. Donc, après insistance, je demande à mon frère, je dis, mais ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi il insiste. Et mon frère qui me dit, tu sais, souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des vieux qui ont des dons et tout, qui ont des pouvoirs et tout ça. Et ces personnes-là, parfois, ils peuvent vouloir te faire du bien en retour par rapport à ce que tu as fait. Donc, ça ne te coûte rien, on va y aller. Donc, mon frère m'encourage. Et donc, un jour, on prend la voiture et puis on se rend là-bas avec le jeune homme. Et c'est là que je le vois pour la première fois. Dans DMG, j'imagine un jeune homme que je n'ai jamais vu, avec qui je communiquais qu'au téléphone. Je décide de le suivre pour aller quelque part, pour aller voir son grand-père, qui est le patriarche de la famille, parce que selon lui, il avait parlé de moi à son grand-père par rapport au geste que j'avais fait. Mais je ne vous cache pas que c'était un geste pour moi qui était assez minime. Donc je ne comprenais pas pourquoi il insistait tant. Mais bon, je suis partie. Donc je tombe sur un vieux monsieur, effectivement, qui a plus de 100 ans, et excusez-moi, et qui me dit vraiment merci ma fille et tout. Mon petit-fils m'a raconté un peu ce que vous avez fait pour la famille et je voulais vraiment en retour vous remercier. Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, je sais pas, bon, moi je l'ai fait sans arrière-pensée et tout.
Et le vieux me dit, bon, ce qu'on va faire, je vais te recommander à un autre de mes fils qui va te faire du bien. En retour, par rapport à ce que tu as eu à faire pour notre famille. Je dis, ok. Voilà comment après, le jeune homme avec qui on était parti, il me met en contact avec un autre de ses frères, qui soi-disant. Et ce frère-là, il me donne rendez-vous. Donc, il vient me trouver dans la ville où je suis. Et puis, il me dit que il souhaite qu'on aille dans un endroit. Et cet endroit-là, c'est en bordure de mer. Il me dit, il veut qu'on aille en bordure de mer parce que il souhaite faire quelque chose de bien pour moi et tout, en retour sur les consignes de son grand-père. Je dis, ok. Donc, on part là-bas, DMG. On se retrouve dans une contrée non loin de là où je suis et on se retrouve vraiment en bordure de mer. Et quand on arrive à l'entrée de la ville, il me dit que ce que son grand-père lui a demandé de faire pour moi le dépasse. Donc lui, il ne sera qu'un intermédiaire. Il me demande donc d'acheter un téléphone, un petit téléphone qui coûte 6-7 000 francs. Pas besoin de plus. D'acheter une nouvelle carte SIM moi-même, de la mettre dans le téléphone et on ira en bordure de mer. Mais je prends de prendre le soin de noter le numéro de téléphone en question, de mettre la carte SIM dans le téléphone et on ira en bordure de mer où je vais jeter le téléphone dans la mer. Je lui ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? En ce moment, bon, ma foi n'était pas comme ça. Elle est vacillée un peu à gauche, un peu à droite. Et donc, on part. Et quand il me dit ça, comme je suis très méfiante, donc nous arrivons quelque part, je choisis l'endroit où moi-même je décide de me garer. Et j'achète un téléphone moi-même. Et il y avait plusieurs vendeurs, et je demande une carte SIM. Donc, quand le monsieur me donne la carte SIM, je relève le numéro. DMG, moi-même, je prends la carte SIM. Je la mets dans le téléphone moi-même. Le téléphone reste entre mes mains, donc il ne passe pas entre d'autres mains. Le téléphone reste dans ma main. Et puis ensuite, on continue de conduire. On arrive en bordure de mer. Je suis toujours avec mon frère. Quand on est en bordure de mer, le monsieur me demande de marcher pour aller un peu loin, là où il n'y a pas de monde, où il n'y a personne. De toute façon, ce jour-là même, la plage était déserte. Et il me demande de lancer le téléphone dans la mer. Donc, ce que je fais, donc je marche arriver quelque part, DMG, quand je lance le téléphone dans la mer, j'ai le sentiment, quand je vois la vague qui se lève, c'est-à-dire que le téléphone n'a pas eu le temps de tomber dans l'eau. Il y a eu une vague qui s'est élevée et qui a recouvert le téléphone. Comme si il y avait quelqu'un qui était sorti de l'eau pour récupérer le téléphone. J'ai eu la chair de poule. Après ça, je retourne. Et puis je dis au monsieur que j'ai jeté le téléphone dans l'eau, dans la mer. Il me dit, ok, maintenant je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu as bien, moi-même je n'ai pas le numéro, tu ne me l'as pas donné. Tu as bien enregistré le numéro. Je lui ai dit, oui, j'ai bien enregistré le numéro dans mon téléphone. Il me dit, ok, tu le gardes très bien. Et ce numéro-là, tu ne le donnes à personne. Je lui dis, ok. Il me dit, dès ce soir, quelqu'un va prendre contact avec toi. Je lui dis, ok. Donc, DMG, après c'est fini là, je pars. Bon, la vie continue. Il est exactement 23h lorsque mon téléphone sonne, DMG. Parce que j'ai enregistré en fait le numéro sous un nom. Mon téléphone sonne, DMG. Et je vois le numéro. Je vois le nom que j'ai mis s'afficher. Le nom qui correspond au numéro de téléphone que j'ai mis dans le petit téléphone de 7000 que j'ai acheté et que j'avais jeté dans la mer en journée. DMG, mon téléphone sonne. Je vois, quand je décroche, DMG, la voix que j'entends, c'est comme une voix d'outre-mer. Une voix effrayante. Et la personne me salue et me dit que c'était pour nouer le premier contact, qu'ils ont bien réceptionné le téléphone que j'ai envoyé et que c'était pour nouer le premier contact. DMG, je ne vais pas vous expliquer la voix que j'avais entendue, comment elle était effrayante. Donc, tremblante, je dis ok. Et le monsieur me rassure, toujours dans cette même voix pour me dire de ne pas m'inquiéter, que je vais finir par m'habituer à cette voix-là et que lui, il a dit
ils vivent sous la mer et que y a quelqu'un qui leur a dit que je leur avais fait du bien et qu'il fallait qu'en retour, ils me remercient, ils me récompensent. Mais qu'il va me rappeler le lendemain. Le lendemain, à la même heure, DMG, mon téléphone sonne, la même voix. Et quand mon téléphone sonne, le même monsieur, avec la même voix, il me dit cette fois-ci, ok, maintenant que le contact est établi, on veut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Dites-nous, peu importe ce que vous voulez, on est prêt à vous le donner. Donc je dis, mais en théorie, non, bon, je suis là, je suis bien, il n'y a pas de problème et tout. Et le monsieur me dit, mais est-ce qu'en ce moment, vous ne traversez pas des moments un peu difficiles? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent? Moi, je réponds, monsieur, mais que tout le monde a besoin d'argent. Il me dit, ok. Et donc, eux, ils sont prêts à me rendre riche. DMG. Il me dit, on va faire un test. Tu vois, vous voyez telle personne. Et les personnes qu'il a citées, ce sont des personnalités qui ont un nom. Ce sont des grandes familles dans mon pays que tout le monde connaît, comme des familles posées, des familles prospères, des familles riches. Il me dit, et vous voyez un tel, c'est avec nous qu'il travaille, c'est nous qui lui avons permis d'avoir ceci. Vous voyez telle famille, c'est avec nous qu'il travaille, ainsi de suite. Et vous, c'est parce que vous avez fait du bien à quelqu'un et que la personne a bien voulu vous introduire. Donc, on va faire un test pour vous montrer que nous ne plaisantons pas. On va faire un test. Donne-nous un chiffre et dans 3 jours, tu retrouves cet argent dans un endroit de ton choix. Je dis un chiffre. Il dit oui, donne-nous un chiffre. Tu veux combien là tout de suite? Donc, je suis un peu tremblante. Et puis, je leur dis, bon, alors, on va dire quoi, 200 millions. Et puis, le monsieur me rétorque toujours dans sa voix, là, d'autres tombent. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous voulez de l'argent ou vous ne voulez pas de l'argent? 200 millions, mais c'est rien du tout. Alors, ce qu'on va faire, on va vous donner le triple. On va vous donner 600 millions. Ce que vous allez faire, vous prenez un sac vide que vous achetez, vous allez le garder dans un endroit, que ce soit dans votre maison ou quelque part, où personne ne peut le trouver. 3 jours après, vous allez récupérer le sac, vous allez retrouver les 600 millions à l'intérieur du sac. Je dis, waouh. Je dis, vous plaisantez? Il dit, on ne plaisante pas du tout. Là, c'est juste un test pour vous montrer que nous ne sommes pas en train de plaisanter. À partir de ce moment, quand on fera le test et que vous serez convaincu, chaque 45 jours, vous allez avoir l'équivalent de 750 millions de francs CFA quelque part dans un endroit de votre choix. Vous allez récupérer cela. DMG, je pensais que c'était de la plaisanterie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis au monsieur, mais sous tout cet argent que vous voulez me donner, quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que moi je devrais donner en échange? Le monsieur me dit, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Là, nous sommes juste en train de faire un test pour vous dire que nous sommes crédibles. Pour l'instant, il ne s'agit que de ça. Après avoir fait ce test, en ce moment, nous allons maintenant parler des choses sérieuses. DMG, j'ai dit au monsieur, bon, je vais réfléchir et je vais revenir vers vous. Il me dit d'accord, qu'il m'attende. Donc, je raccroche le téléphone. Ça, c'était que le 2e jour. DMG, je vais me coucher, je n'arrive pas à dormir. Je commence à prendre peur. Je commence à me rendre compte que c'est aussi facilement que les gens ont de l'argent. Mais en même temps, je suis convaincu qu'il y a toujours une contrepartie. Et que même ce qu'ils appellent test, je reste convaincu que si j'accepte, ça sera un pacte que j'aurai noué pour toute ma vie. Et donc, ce que je fais, le lendemain, j'appelle le monsieur, le jeune homme qui m'avait emmené au bord de la mer. Et je lui dis que je veux lui expliquer ce qui se passe. Il me dit que lui, il n'a pas le droit, il n'a plus le droit de parler de ça avec moi. Lui, il n'a été qu'un intermédiaire
À partir de l'instant où le contact a été noué entre moi et ces autres personnes-là, à partir de ce moment, lui, il n'a plus son mot à dire. Je lui dis, ok, moi je voulais juste l'informer de ce que je ne suis pas intéressé. Il me dit que ça ne dépend plus de lui. Je lui dis, je ne suis pas intéressé du tout. Et donc, ce que je fais, DMG, je décide, premièrement, d'effacer le numéro de mon téléphone. D'abord, de bloquer le numéro. D'effacer le numéro. Moi-même, je décide de changer ma carte SIM, de prendre un nouveau numéro de téléphone que je ne communique pas du tout à ces personnes-là. Et puis, je décide de mettre un point final. Et donc, je me rends compte que je ne reçois plus d'appels puisque j'ai changé de numéro de téléphone parce que je ne voulais plus que ces personnes-là me contactent. Et c'est maintenant que le monsieur qui nous avait mis en contact commence à s'exciter. Il m'appelle, il n'arrive pas à m'avoir puisque j'ai changé de numéro. Il appelle mon frère avec qui j'étais quand j'étais allé le voir. Et il dit à mon frère qu'il faut que j'appelle urgemment parce que c'est grave et ceci, cela. Et mon frère lui dit que bon, je n'ai pas à les appeler. S'il y a une commission, qui lui laisse la commission. Il lui dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, il va falloir faire des sacrifices à partir du moment où elle ne veut plus rentrer dans ce deal-là. Il faut faire un sacrifice parce qu'elle aura dérangé les esprits pour rien et les esprits ne les dérangent pas comme ça. Une fois qu'ils s'engagent, ils ne font pas demi-tour et tout. Et mon frère qui dit, elle n'a rien demandé. C'est vous qui êtes venu lui proposer. C'est pas elle qui allait vers vous. Donc, elle estime que ça ne l'intéresse plus, Point barre. Mon frère lui demande également de ne plus jamais le rappeler. DMG, voilà comment l'histoire s'arrête. Mais pour vous dire, ce n'était pas de la plaisanterie. Ce n'était pas une arnaque. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est moi-même qui me suis arrêté chez un vendeur de mon choix. C'est moi-même qui ai acheté la carte SIM, qui ai acheté le téléphone. Le téléphone n'est pas passé entre d'autres mains et c'est moi-même qui l'ai lancé dans la mer. Même si quelqu'un allait le récupérer après, un téléphone qu'on a lancé dans la mer, il prend l'eau et donc il s'abîme. Donc, ça n'aurait pas pu être une arnaque. Je reste convaincu que ce n'était pas une arnaque, mais c'était quelque chose de spirituel. C'était une connexion dans le monde spirituel. Heureusement que j'ai reculé. Heureusement que je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai décidé de refermer cette parenthèse-là. Alors, la morale de l'histoire, c'est que des fois, des gens vont venir vers vous. Mais en réalité, ce sont des gens qui vous ont ciblé. Parce que je me suis rendu compte plus tard que ce jeune homme-là, il m'avait appâté en se présentant à moi comme un nécessiteux. Mais en réalité, il avait posé son choix sur moi. Je ne peux pas vous dire quels critères ils avaient, mais il avait posé son choix sur moi. Il était question qu'il me recrute. C'est ce que j'ai compris par la suite. Mais malheureusement pour lui, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Donc dans la morale de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, faites vraiment attention aux gens qui viennent vers vous. Mais surtout, gardez-vous du gain facile. Parce que ce qu'on me proposait, ça avait l'air de quelque chose de tellement simple, mais en même temps de tellement facile. Je me suis dit que on ne gagne pas de l'argent aussi facilement, juste en claquant des doigts, parce qu'en retour, il y a forcément une contrepartie. Merci encore DMG de m'avoir accordé ce temps pour raconter mon histoire. Merci à tout le monde. Partagez, likez, commentez. Au revoir, au revoir, au revoir. Bonsoir la famille DMG, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous connectez, bonsoir. Likez, partagez, commentez. D'accord, je monte ce soir pour une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore plus petite. Et voilà, j'avais perdu ma mère qui était décédée. Et puis, mon frère et moi, on devait aller aux funérailles, mais on n'a pas pu partir parce que c'était pendant la rentrée scolaire. Alors, pendant les vacances, on a attendu pendant les vacances pour y aller et puis faire les cérémonies, comme certains appellent des rituels, tout ça. Voilà. Et il s'est avéré qu'arrivé au village, il y a mon cousin maternel qui devait nous conduire chez la grand-mère, puisque nous, on n'a pas grandi avec la famille maternelle. Il fallait qu'on rencontre la famille maternelle, un peu tout, la grand-mère, le grand-père, mais qui étaient dans la même région, mais dans différents lieux, différents villages, si vous voulez.
Alors, c'est comme ça qu'arrivé au village, mon cousin maternel à qui, je vais appeler mon cousin comment, Dada. Alors, mon cousin maternel à qui on a remis le transport pour mon frère et moi pour qu'on parte jusqu'à chez la grand-mère. Il a voulu griller l'argent, comme on dit, c'est-à-dire il a voulu garder l'argent sur lui. Il ne voulait pas il voulait pas payer le transport normal. Et nous, on était tout petits, on ne connaissait pas l'endroit. Et le cousin, il nous a fait marcher, marcher, marcher dans la grande forêt. Il y avait vraiment de la haute forêt. C'est-à-dire que quand tu marches là-dedans, tu ne vois que la forêt. C'est-à-dire qu'on était perdu dans la forêt carrément. Et à un moment donné, dans la forêt profonde, moi, je sens quelque chose qui m'a cogné le pied. Vous comprenez? Quelque chose qui m'a cogné le pied. C'est pas comme si j'ai cogné en bois et tout ça. Donc, moi, je dis à mon cousin, à mon grand frère, que non, j'ai senti quelque chose me cogner le pied. Et les gars me disent, oh, mais qu'est-ce qui t'a cogné le pied? Ici, là, qu'est-ce qui peut te cogner le pied? J'ai dit, oui, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui m'a cogné le pied. Donc, il se retourne, il regarde, mais le pied n'a rien. Je ne suis pas blessée, j'ai aucune égratignure. Donc, ils me disent, ben, tu n'as pas mal. J'ai dit, non, mais j'ai senti quelque chose cogner mon pied. Donc, on a encore marché des kilomètres à pied jusqu'à ce qu'on arrive au bout d'un village et qu'on emprunte et puis on rentre chez ma grand-mère maternelle que j'avais jamais vue. Alors, la nuit, on a dormi paisiblement. Le lendemain matin, quand je me réveille, mon pied est enflé. Et enflé à un niveau là, je peux même pas vous dire. C'est-à-dire que c'est comme si le pied voulait se péter, quoi. C'était devenu gros. Et il y avait du pu à l'intérieur du pied. Donc, ils m'ont caché pour ne pas que mon grand frère me voie. Et ils ont commencé à me masser, mettre des trucs. La grand-mère, avec son mari, ils ont pris plein de choses, de trucs. Ils ont commencé à masser le pied. Ils ont massé le pied. Mais au fur et à mesure, j'ai ressenti des douleurs. Et ils ne voulaient pas me dire pourquoi le pied qui a été cogné là, comment on appelle ça, a été cogné par quoi. Ils n'ont pas voulu me dire. Jusqu'à ce qu'on me soigne pendant une semaine et puis le pied descend. Quand le pied descend, c'est là la grand-mère dit à mon frère et à moi que en fait, c'est un serpent qui passait en même temps que moi. Et le serpent m'a tété, il a tété mon pied. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand je dis quelque chose m'a cogné, c'est-à-dire que pendant que moi je passais, le serpent passait en même temps. Donc c'est comme s'il m'a tété le pied. Mais par contre, on dit que le serpent m'a mordu. Et que comme ces deux serpents, les serpents, on n'a pas vu les crocs. Donc c'est comme ça que le pied est devenu énorme comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont soigné. Ben, ce qui est mystère dedans, c'est que déjà, on n'a pas vu le serpent. On ne sait pas s'il m'a donné son venin, comment j'ai fait pour survivre. Mais la grand-mère a pu me soigner. Elle dit qu'elle a aspiré le venin avec sa dent. Donc, ben, c'est un peu mystérieux. C'est-à-dire que c'est quel genre de serpent qui me pique, mais qui me mord, je ne sais pas. Et puis, je n'arrive pas tout de suite c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet automatique jusqu'à ce que je passe la nuit. Le venin ne me tue pas, mais le lendemain, mon pied est tellement enflé que c'est insupportable. Bref. Donc, dans le même village, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à dire que j'étais une sorte de génie bien esprit. Ils ont pensé ça, mais personne n'a jamais pu définir ce qui s'est exactement passé. Mais ils ont défini en eux là-bas que c'était un serpent. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu mon histoire, monsieur. Alors, likez, partagez. Et puis, pour vous dire quoi, je vais faire ressortir pour dire que la morale de l'histoire, c'est quoi? Nous, on était très petits avec mon frère, mais on priait beaucoup quand même. Donc, avant de sortir, quand même, en prière, ça me dit qu'il y a eu quand même une main mystérieuse, mais la grâce de Dieu qui a empêché que le pied arrive, que je meure, ou bien que mon pied soit irrécupérable. Alors, merci à la famille DMG, likez, partagez, et puis bonne soirée à vous. Merci.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.